suis Corinne Fournier, je suis donc praticienne d'une méthode de neurofeedback qui s'appelle Neurooptimal et dont je vais vous parler. En fait, c'est une méthode qui s'adresse absolument à toute personne, quel que soit son âge. Ça peut être un enfant de 2 mois, comme ça peut être une femme enceinte ou une personne âgée. Et en fait, cette méthode, comme vous allez voir, n'est pas une thérapie, ça n'est pas une méthode de relaxation, de visualisation, ça n'est pas de la stimulation. C'est une méthode de neurofeedback. Et en fait, tout simplement, cette méthode va aider tout cerveau, je dis bien tout cerveau, à mieux se réguler, à mieux fonctionner. J'ai 78 ans, 29 ans de psychanalyse personnelle, je ne sais combien de séances de MDR, séances de thérapie de groupe, de massage, de lifespan, et maintenant de neurofeedback. Et j'ai été incroyablement étonné par la découverte de cette méthode. Et puis, étant cinéaste, immédiatement, je me suis dit, c'est pas possible de ne pas faire un film, tellement ça m'avait l'air intéressant. Alors j'ai appliqué le principe qu'on a déjà appliqué avec les films précédents sur le MDR, sur le lifespan, essayer la méthode sur moi en la sachant le moins possible avant. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à recevoir ma première séance de la part de Corinne Fournier. Alors Corinne, je vais recevoir aujourd'hui ma première séance, mais j'aimerais bien comprendre quel est le principe et comment ça va se passer. Donc l'idée, déjà, en fait, ce qui est important, c'est que ça n'est pas une approche médicale. C'est-à-dire, on ne fait aucun diagnostic, puisqu'en fait, on ne cherche pas à réparer le cerveau, à réparer tel ou tel problème, on ne cherche pas à soigner une maladie. En fait, on ne veut qu'aider le cerveau à fonctionner du mieux possible. L'idée, c'est de mesurer l'activité électrique qui vient du cerveau. Quand nos neurones sont actifs, ils émettent de l'électricité que l'on va mesurer à l'aide de petits capteurs que je vais te poser sur la tête. Le logiciel qui est sur l'ordinateur va analyser ce signal et détecter des événements dans le signal qui provient de ton cerveau. Et en fonction de la nature de ces événements, il va renvoyer ou non un feedback à ton cerveau. Donc l'idée, en fait, de base, c'est de détecter des événements qui peuvent être liés à une mauvaise régulation et de donner le feedback précisément à ce moment-là pour que ton cerveau puisse de lui-même s'auto-réguler, se réorganiser et mieux se réguler. Voilà. Donc après, est-ce qu'il y a des domaines de changement, en fait, est-ce qu'il y a des changements que tu attends ? C'est-à-dire que j'ai un changement qui est plus qu'une attente, parce que c'est un changement qui s'impose. Oui. Je fais de l'apnée du sommeil. Oui. Il existe un appareil que l'on branche et qui, quand on a une crise d'apnée, envoie de l'air sous pression de manière à ce que la respiration se rétablisse immédiatement et que le cœur ne soit pas fatigué. Cet appareil comporte un masque et je ne supporte pas le masque. Je m'endors avec et au bout de 20 minutes, 40 minutes, 1h30 maximum, je l'enlève alors que je dors. Oui. Ah oui, tu l'enlèves pendant ton sommeil. Je l'enlève pendant mon sommeil. Mais au lieu d'avoir gardé le masque pendant, je sais pas, 4 heures, 5 heures, 6 heures, je l'ai gardé 20 minutes, 1 heure, 1h30, ce qui n'est pas suffisant. Et donc en fait, quand tu te réveilles le matin, tu te sens fatigué ? Ben oui, un peu, et c'est pas bon pour le cœur. Mais si ce problème pouvait se régler, ça me permettrait de faire un traitement de l'apnée du sommeil de meilleure qualité et plus performant. Et c'est pas du luxe. Bon, bah donc ça peut aussi être un domaine de changement possible, ou tout autre changement, pas forcément dans un domaine qui te fait souffrir ou qui te gêne particulièrement, mais ça peut être quelque chose qui va être différent. Voilà. Une envie que tu n'as jamais eue et qui vient, ou au contraire quelque chose que justement un comportement un peu répétitif ou stéréotypé et qui va disparaître, diminuer ou disparaître. Donc après, à toi de voir, en quelque sorte de te laisser surprendre par tout ce qui va te paraître différent. Ok ? Donc bon, on va commencer. Je vais te poser les petits capteurs sur la tête. Donc voilà, là je mets la patte.
Comme musique, j'ai pas mal de choses assez différentes. Qu'est-ce que tu as de Mozart? J'ai les concertos pour piano ou pour violon de Mozart. Bon, un concerto pour piano. Oui. Ok. Donc pendant la séance, tu n'as rien à faire. Tu n'as pas à te mettre dans un état particulier en pensant que ça va être plus efficace. Tu n'as pas à penser à ton problème de sommeil ou à un autre problème. Ça se fait tout seul. Voilà, donc c'est parti. Donc voilà. Et voilà, c'est fini. Est-ce que la musique s'est synchronisée avec les images, là où c'est... Alors, en fait, ce qui compte surtout, ce qui compte essentiellement, c'est le feedback auditif. Mais il y a une synchronisation du feedback entre l'audio et la vidéo, enfin entre l'image. Mais en fait, c'est à peine perceptible. Il y a des très brèves, Oui. comment dire, comme si le mouvement se figeait, mais de façon tellement brève qu'en fait, on ne le perçoit pas. Mais c'est synchronisé avec les coupures C'est auditives. synchronisé, hein? Oui. Bien. Ok. Voilà. Alors, comment ça va? Bon, c'est un vrai plaisir. Oui, bah oui, c'est Incroyable. le fait d'avoir rien à faire, de ne pas avoir évoqué une situation douloureuse, de rien avoir à contrôler. Puis d'écouter une si belle musique. Voilà. Donc c'est- l'idée, c'est ça, c'est vraiment de passer un bon moment. Et tu vois, c'est aussi un moment qui peut être partagé avec un enfant qui est dans le fauteuil parce qu'il a des problèmes de dyslexie ou de concentration ou de confiance en lui. Et puis il y a le petit frère ou la petite sœur, les parents qui sont là. C'est un moment de partage aussi entre eux. Donc c'est vraiment un moment agréable pour tout le monde. Et pendant ce temps-là, le cerveau, il travaille. Qui est-ce qui a inventé ça? C'est un Américain qui s'appelle Val Brown, qui est un psychologue clinicien de formation et philosophe. When you discover biofeedback? Actually, my first exposures to biofeedback were back in high school and then at Georgetown when I was undergrad. Georgetown at the time was trying to develop a master's level program in physiological psych and experimental psych. And as a piece of that, they were very interested, particularly in psychophysics, but also psychophysiology. So there were some real rudimentary biofeedback techniques, but also EEG. And I kind of looked at that technology and said, this is like trying to fly to the moon with the Wright brothers flyers. It's not going to happen. The technology's wrong. And so put it off until after I got my PhD, and I was actually working at a hospital as the director of behavioral sciences. And the hospital wanted to bring biofeedback and neurofeedback back into the forefront. And I said, great, send me to a conference, let me see what the state of the art is, and then I'll make some recommendations about what we do. And that would have been 1990. Yeah. And what's the idea to discover dynamic biofeedback? Dynamical neurofeedback. How yeah. it comes? Yeah. Well, when I got back into the field,
I went to this conference, and one of the guys there said, well, we now have equipment that can measure brainwave synchrony. And I said, great, hook me up. I know how to do the state. Because I had a background in meditation and Chinese martial arts and yoga and a variety of things. And so he hooked me up with his rig, and I went into the state, and yeah, it really could detect it. I said, oh, okay, that's interesting. Let me see what, the hardware is. I'm looking at this equipment and saying, oh, you've got a 186 daughter board here, so you're doing this you're doing this. Okay, we're getting into the neighborhood now. Now it's time to start getting serious. And for a while, I actually used his equipment, but I was always pushing the edge of what was available, because the thing that really struck me at the time, and it still persists today in the mainstream of neurofeedback, is the belief in hyperlocalization spatially, but also diagnostically. So there are discrete disorders. Each one has to be treated differently. If you don't do that, you don't really get the treatment effect. And I kept looking at that saying, that's just got to be wrong. It just doesn't make sense to me. Almost all of these things we call disorders have significant sleep difficulties associated with them. Now the process is very simple to use. Yes, it's taken a while to get there, but that was another key for the guiding of the project as a whole, was to try to make it so that it would be accessible to anybody. It is very new idea. Well, it is, but in a lot of other ways, the idea was coming along in the background. Computerization was coming out. And I remember having discussions with people, gosh, even in the early 90s about, well, computers are really difficult and you have to learn a lot. I said, that's just because we haven't done the right job yet. There was a time when driving a car was that difficult, yes. Yes. And now we don't think about it. Yes. Give it another 10, 15, 20 years, and it's going to be totally different. So you and I are sitting here, we both have, iPhones. Yes. We can get more information right now sitting here on this park bench yes. than was available to the U.S. military during Gulf War I and II, yes. and about any location on the planet. Yes. And we don't have to know anything yes. except how to do this. Yes. Right? So to me it was saying the idea that it had to be difficult or it had to involve an expert meant you just haven't done your work yet. Yes. That is one way to do it, but that is one that will never reach the broad masses. So yeah, the program is very simple now. You put the sensors on and you go, yes. That's it. How can you present how Neuroptimal is useful to large people? Where can you attend from? Yeah. Well, what Neuroptimal really does, it's a real-time mirror for the central nervous system. And the phrase that we've used for a long time is that it just gives information to the central nervous system about what it already did. Yes. And the client's life transforms. Yes. If you recognize that the central nervous system does two things brilliantly. One is it detects difference. Mm-hmm. Two is it minimizes its discomfort. Mm-hmm. You put those two things together, information that is useful for decreasing discomfort is the bridge, and that's what Neuroptimal does. So the little interrupts that occur, those are detected as difference. The central nervous systems cascade down into some psychophysiologic process that it may or may not want to do, gets interrupted for a moment. That's informative. Central nervous system notices what decreases its discomfort most, and then chooses what to do. We're not trying to tell it where to go or where not to go. We're not saying, oh, I know, you don't.
so just sit there and follow my lead. It's more, no, this is what you do. We're giving you, central nervous system, the person, the information and the respect and the autonomy to live your own life. So live it. Go for it. So what are you going to get from that? Well, basically just about anything you really want, anything you're prepared to do. It's kind of interesting to see the responses of where people have gone and how seamless the change process is. Because if you think about it, the language of the interrupts and the language of the digital signal processing, this dovetails to the work of Karl Pribram. It's couched in terms of how the human perceptual process actually functions as interference phenomena, and the joint time frequency formula that captures that. So we're giving perceptual information directly to the central nervous system moment to moment, and that interpenetrates into lived memory. So everything changes, including the view you have of the world as a whole. So your sense of being in the world, to use that phenomenological phrase, changes. Immediate perception changes. Alors Michel, Oui. où en es-tu depuis la dernière séance? Donc aujourd'hui c'est notre 5e séance. Oui, c'est ça, depuis 2 mois. Voilà, ça fait pile 2 mois. Eh bien, ce matin, je me suis pesé, Oui. et en 2 mois, j'ai perdu 5 kilos. 5 kilos? Oui. J'étais boulimique, Oui. mais non avoué, comme les alcooliques qui ne reconnaissent pas qu'ils sont alcooliques. Moi, j'étais boulimique non avoué. Je grignotais tout le temps. Et quand il y avait un plateau de fruits de mer, je me jetais là-dessus. Il fallait que les autres se dépêchent, sans ça, j'aurais bouffé tout le plateau. Ouais. Et maintenant, j'ai un autre rapport à la nourriture, c'est-à-dire que je suis assez vite rassasié. Et puis, j'y pense pas. Et je grignote plus du tout, ça me manque pas. Ouais, ouais. Donc ça se confirme, parce que tu me l'avais déjà dit un petit peu la dernière fois, mais ça... Ouais, ça s'est complètement confirmé, mais sans effort. Moi, pas prendre de dessert, c'était une frustration terrible. Et là, donc... J'aime bien en manger un, mais si je ne le mange pas, bon... Alors, j'ai fait peut-être un petit effort, parce que j'ai quand même énormément de kilos à perdre. Hein, je préfère... Je me vois mesurer... avant, je mesurais 1m72, j'ai dû perdre 1 ou 2 cm avec le vieillissement. 97 kilos, ça allait pas. Et 97 kilos, 300 même. Hein, sur le point d'aller vers le quintal. Alors là, ça me terrorisait, 100 kilos. Alors là, c'est vraiment, là, tu bascules. Hein, mais... Donc là, 92 alors. Oui. 92, 100. Mais je me sens pas encore forcément très très léger, car c'est encore beaucoup trop. Oui. Non, mais là, ce qui compte, c'est... Bon, il y a le poids sur la balance, mais c'est plutôt ce que tu dis sur le fait d'être rassasié, d'être moins tenté, de ne pas faire... J'y pense plus, j'y pense plus. Voilà, c'est ça. Non, ce que j'ai envie au milieu de l'après-midi ou de la matinée, c'est une tasse de thé. Alors aujourd'hui, plutôt qu'écouter de la musique, hein, j'ai déjà écouté 4 concertos de Mozart, je préférerais voir un film pour changer. Entendu.
La caractéristique de cette méthode, c'est que il y a juste de temps en temps quelques petites interruptions du son. Il y en a certaines qu'on entend, d'autres qu'on n'entend pas. On écoute le disque, on regarde le film, Oui. enfin on écoute le son du film. Oui, voilà. Il y a des interruptions du son Oui, qu'on entend ou qu'on n'entend pas, mais qui sont vraiment de toute façon très rapides, donc un peu, à peine perceptibles. Et ça a un effet. oui. C'est bizarre. Interrompre de façon même très brève le son, on pourrait le faire. Il suffit d'inventer un processus pour ça. Mais à quel moment le son est-il interrompu? À quoi ça correspond l'interruption? Alors, l'interruption provient d'un changement de fonctionnement de l'activité électrique du cerveau. Que l'on dorme ou que l'on rêve, il y a toujours une activité, notre cerveau est toujours actif, et ce fonctionnement électrique du cerveau change tout le temps. Et de temps en temps, il y a des changements beaucoup plus importants du cerveau qui ont été appelés par Val Brown des turbulences. Il y a de temps en temps des grandes turbulences. Le logiciel qui est dans l'ordinateur, son travail est de détecter ces turbulences. Comment il détecte ces turbulences? Il mesure en fait 256 fois par seconde, tu vois, ça fait 4 millièmes de seconde entre deux mesures. Il regarde pendant un certain nombre de temps comment le cerveau de la personne fonctionne. Et s'il y a brutalement quelque chose qui est inhabituel, il se dit, là, il y a une turbulence. Et le rôle du logiciel, c'est le faire le plus vite possible de déclencher l'interruption. Si, encore une fois, cette interruption du son est suffisamment proche du déclenchement de la turbulence, ça a une signification pour le cerveau. Le bouchon de magnésium fiche le camp, le calcium rentre et la connexion entre deux neurones a été modifiée. Il y a eu apprentissage. Is it possible to have any accident with Neurooptimal? Surprised by joy, it frequently happens. When you say accident, what I'm guessing you mean something going wrong, or Yes, so something happened, like depression. So you are not very well, but you lose Neurooptimal, you are more depressed. No, I think what happens, and this is true from a classic psychotherapeutic point of view too, as the depression gets better, part of what happens is you more clearly see just how awful things are. And that can feel much more depressing. But it's actually you more in contact with what's going on instead of being in that active ignoring. Mm-hmm. You know, and if you think about it, depression is a good example of how perception gets changed, right? The perceptual filters get amalgamated. If you take someone who is profoundly depressed and have their family around them, and you're talking to all of them, and they'll say, you know, there's just no hope. I feel I'm worthless. My family would be better off if I were dead. And the family in there is going to say things like, "No, George, how can you say that?" You know, and what's George going to say? Something like, "Well, you're just saying that to make me feel better." Hello, that's a problem. I mean, what a great way to totally dismiss the love and caring. Now you can frame that in a lot of different ways, right? But the fixedness of those perceptions that don't allow George to at some point go, really? Really? I never recognized that. Well, part of what happens with Neurooptimal is that functional fixity around perception shifts, because you start to shift those patterns of activation, those patterns of psychophysiologic cascade, because as soon as you see it and you interrupt it, and you know, this got codified in EMDR and then elaborated into redo the behavior, redo the belief. We don't need the redo the belief. The redo the belief occurs on its own. If you just interrupt the cascade,
the central nervous system goes, thank you very much, and can figure out what to do differently. I mean, after all, if you think about it, that's what Francine did walking across UC Berkeley. So if it worked to originate the thing, it's got to work to re-originate it with every person who ever does it. J'ai connu le neurofeedback dynamique grâce au colloque de la FF2P du mois d'octobre 2012, que j'ai trouvé extraordinaire et pouvant notamment convenir à ma fille handicapée. Oui. Votre fille a quel âge? Elle a 36 ans. Et qu'est-ce qu'elle présente comme difficulté? Alors, elle est handicapée mentale et physique, avec des symptômes autistiques. Elle a beaucoup de difficultés à la marche, beaucoup de difficultés de langage, des problèmes même au niveau des yeux, donc caractériels, toutes sortes de problèmes. Donc effectivement, Corinne Fournier en avait parlé, enfin avait développé notamment l'intérêt pour les personnes handicapées. Et donc j'ai pris un premier rendez-vous pour Sandrine. Dès la première séance, Sandrine avait après un regard beaucoup plus franc, plus soutenu. Et puis, peu de temps après quelques autres séances, elle avait une meilleure prononciation des mots, beaucoup moins de difficultés de langage. Au niveau de ses problèmes d'équilibre, elle avait beaucoup plus de stabilité, même sur une pente douce. Donc maintenant, elle arrive à marcher sans perdre l'équilibre. Et ça en combien de mois? Alors depuis novembre jusqu'à juin, et en sachant que seulement une fois tous les 15 jours, voire une fois par mois. Oui, c'est ça. Donc en très peu de séances. Mais alors qu'est-ce que vous ressentez, vous Je suis enthousiaste, je suis ravie de constater les progrès qu'elle a pu faire en si peu de temps, alors qu'elle n'avait jamais pu en faire autant d'une autre manière que ce soit, malgré tout ce qu'on a pu essayer par ailleurs. Parce qu'il n'y avait aucun autre traitement, il y avait juste celui-là, il y avait juste que le neurofeedback optimal. Oui, aucune autre solution possible pour elle. Oui. Et est-ce que dans votre pratique professionnelle, vous comptez introduire le neurofeedback? Oui, parce que je pense que ça peut être très complémentaire avec ce que je fais par ailleurs. Bien sûr. Avec mon activité de psychopraticienne. Et vous avez fait quelle formation? Une formation de psychothérapie intégrative, oui. Donc intégrant l'hypnose, l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique et la gestalt, avec du psychodrame. Je travaille peut-être davantage maintenant en hypnose, mais sinon, je veux dire, toutes méthodes confondues. Quoi. Oui, oui. Et dans votre formation, vous avez fait de l'analyse transactionnelle? Oui. Vous êtes certifié? Je suis certifiée en analyse transactionnelle. Ça élargit le champ d'action, voilà, les possibilités, quoi. Do you think that everybody can have benefits to use it? Sue likes to say, anybody that has a brain, and then I'll add, of course, that might leave out some politicians, I'm not sure, but if you can't benefit from Neurooptimal, I'm not sure what you could benefit from in terms of transformation. Yes. I guess that's really the context around that. We're not talking right now about it being a treatment of any sort, let alone for life-threatening gunshot wound to the chest kind of thing. That's a whole different thing, right? But if what you're looking for is transforming your life, I don't know how it couldn't be helpful.
Corinne nous a parlé de Marie-Claude, à qui elle avait fait des séances de neurofeedback. Professeure d'espagnol, avait été victime d'un accident vasculaire cérébral. Et depuis, elle avait vraiment de graves séquelles. À l'origine, j'avais une affection néonatale. Et c'est des séquelles de prématurité. Et puis j'ai fait un AVC là-dessus. À quel âge? J'avais quel âge? Je devais avoir 35 ans. Donc le neurofeedback vient quand même dans mon esprit pour traiter l'AVC quand même. Oui. Hein, pas les séquelles d'avant. Mhm. Mais bon, je sais quand même qu'il ne trie pas, hein, par définition, le neurofeedback. Donc je sais que ça a eu des effets sur ma vision quand même, quelque part. Donc, mais bon, c'était vraiment à la marge. Mais ça m'a permis de remarcher. Le fait de mieux voir m'a aidé à marcher. Et ça, c'est le neurofeedback. Oui, je pense. Comment avez-vous entendu parler du neurofeedback? Par l'association Dominique. Oui. J'ai un peu cherché parce que, bon, actuellement, j'ai un AVC. Je sortais de mon AVC avec que j'avais rien. Donc, je suis allée à Paris. J'ai fait quelques séances. Et puis, on a l'opportunité d'acquérir un matériel. Donc, on a fait ça à la maison. Et puis, à force de faire des séances, eh bien, mon état s'améliore doucement, quoi. Donc, je fais à peu près 2 séances par semaine. Bon, ce que j'ai senti déjà, c'est surtout le problème d'équilibre. À chaque fois, ça s'améliorait. Et puis des problèmes cognitifs. Alors c'était impressionnant parce qu'on ne peut pas dire que la kiné améliore. J'ai un côté hémiplégique, c'est sûr que un kiné éventuellement peut agir là-dessus. Mais les problèmes cognitifs, bon. Alors concrètement, j'avais des soucis de langage, mais vraiment des soucis. Hein. C'était vraiment. Maintenant, j'ai l'impression. Bon, maintenant, je bafouille un petit peu parce que je suis impressionnée, mais autrement. Mes soucis de langage sont derrière moi, quoi. Hein. C'est vrai. Et grâce au neurofeedback, c'est flagrant. Maintenant, je me projette, c'est-à-dire je pense au lendemain. C'est un truc tout bête, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire à manger demain, étant donné que je ne suis pas là, ou parce que je pars, donc je prévois. Quand on fait un AVC comme ça, on ne gère pas plusieurs données. Mm-hmm. On gère donnée par donnée, mais plusieurs données, on ne gère pas. Maintenant, je commence à gérer. C'est quand même appréciable, parce que bon, si on ne récupère pas tout physiquement, c'est vrai, c'est un petit peu dommage, parce qu'il faut faire autrement. Mais au moins, on sait, on gère. Ces séances, vous trouvez ça plaisant ou bien fatigant ou bien difficile? Ah non, plaisant. Là, justement, vous abordez la question de la fatigabilité. Je suis aussi moins fatigable. Ce qui est aussi appréciable. Et pendant les séances, ça se passe comment pour vous? Dans quel état ça vous met quand vous avez les séances? Ah, ça me calme. Oui. Je suis hyper relaxée. C'est un moment toujours agréable. Spontanément, je dis heureusement que j'ai eu le neurofeedback. Parce qu'avec que l'orthophonie,
peut-être qu'un orthophoniste peut agir, mais avec que l'orthophonie, je m'en serais pas sortie comme ça. Donc pour vous, le neurofeedback, c'est vraiment formidable. Ouais. Ouais. Bah, ça m'a permis à terme de reprendre ma vie, quoi. Avant d'expliquer, il y a un préalable. Comme tu disais tout à l'heure, cette méthode, donc, on a du mal à y croire. Je dirais qu'elle a deux caractéristiques. La première, c'est son caractère de nouveauté totale. Il n'y a rien d'équivalent qui existe. Hein. Je vais prendre deux exemples. Un premier que tu as vécu. Ça a été un des effets sur toi du neurofeedback qui a été la diminution du poids, qui est arrivé relativement rapidement et dont tu es très content. Oui, bien sûr. Voilà. Et je crois que ce qui est peut-être intéressant à mentionner, c'est que le mois dernier, Corinne a eu une cliente qui avait le problème rigoureusement inverse. Elle avait, à la suite, je crois, je ne me souviens plus, de changement de médicaments, elle avait perdu complètement l'appétit, elle n'avait plus du tout envie de manger, et elle ne faisait que maigrir, et elle ne pouvait rien y faire, elle se forçait pour manger, mais elle ne pouvait pas manger. Et après la première séance, elle s'est remise à manger. Donc, je veux mettre ensemble ces deux exemples. Là, il y a une personne qui fait une séance de neurooptimal, il y a une autre personne qui fait rigoureusement la même séance de neurooptimal. L'effet sur la première, c'est que son poids revient à un poids normal. La deuxième, son poids revient à un poids normal, mais en repartant du côté de l'augmentation de poids. Donc, un médicament, il est somnifère, il est spécifique pour dormir, et un médicament pour un excitant, il est spécifique pour être éveillé. Là, c'est la même méthode qui dure 33 minutes pour l'un, 33 minutes pour l'autre, et c'est la même méthode qui permet d'avoir deux effets opposés. Neurooptimal, hein, c'est une seule solution pour deux problèmes opposés. Mario et moi, nous avons pensé qu'un seul cobaye, c'était pas tout à fait suffisant. Et nous avons eu l'idée que Mario aussi pouvait devenir cobaye. Je souhaite une chose, c'est de pouvoir dormir bien. Ça, si ça pouvait m'aider à dormir bien, qu'est-ce que ce serait bien. Tu dors combien d'heures par nuit? Si tu me demandes combien d'heures je suis couché 7 heures, 8 heures. Combien d'heures je dors? Je dirais que je dors peut-être 4 heures. Le reste du temps, qu'est-ce qui se passe? Je me réveille, je tourne, je réfléchis, j'essaie de dormir. Ça doit être douloureux. C'est très embêtant surtout. C'est pas douloureux, c'est très embêtant, c'est très, très fastidieux. Tu t'ennuies? Je m'ennuie, je m'énerve.
Parce que tu essaies de dormir, donc tu n'y arrives pas, donc ça t'énerve encore plus. Cette nuit, j'ai dû vraiment m'endormir vers 4h du matin. Et à 7h, j'étais réveillé. Et ça a toujours été comme ça, ou c'est depuis un certain moment dans ta vie? Dès que je suis rentré dans l'âge adulte, ça a commencé à être compliqué. Quand j'étais jeune, je dormais beaucoup. Beaucoup. Et quand je suis rentré dans l'âge adulte, enfin, quand j'ai commencé à travailler vers 18-20 ans, je commençais un peu à avoir le sommeil un peu plus perturbé. Et puis en fait, ça empire. Il m'arrive de passer des nuits complètement blanches. Mon sommeil, moi j'ai encore fait la réflexion ce matin, parce que ce matin j'ai trouvé encore une boîte de mes somnifères. Et je me dis, tiens, encore une boîte. En fait, là, à l'heure actuelle, j'en ai trouvé, je crois, 4 boîtes. Ça fait maintenant plus de 2 mois que je n'ai pas touché, quoi. Et sans aucun effort. C'est-à-dire que je ne suis pas là en train de me dire, il faut que je dorme, comme je disais avant, tu vois, allez, ferme les yeux, ne pense à rien, dors. Non, je me couche, je suis bien, je dors. Depuis 20 ans, il prenait 1 ou 2 Stilnox chaque nuit et dormait très mal. Dès la première séance, il s'est endormi à minuit sans prendre du Stilnox. Et depuis 1 an, il dort 5 heures de sommeil par nuit. Un sommeil réparateur. Hélène a eu un très gros accident. Quelqu'un l'a poussée dans un escalier et elle est tombée à la renverse. Il y a mes filles qui ont... Mes filles ont fait une perte. Elles ont perdu leur père d'une mort violente, puisqu'il s'est suicidé. Et là, j'ai failli mourir jetée comme une merde dans des escaliers. Et personne n'a pensé à leur traumatisme quand je leur ai annoncé que j'étais tombée. Elles ont été violemment touchées. Elle a eu une séance de MDR qui l'a beaucoup aidée, mais le neurofeedback a joué un grand rôle dans son rétablissement. J'ai minimisé un certain nombre de choses qui me sont arrivées, qui finalement avaient pris beaucoup d'importance et beaucoup de place, et qui sont en train de se... Je n'ai rien oublié, mais ça s'est transformé. Et je me sens mieux, je me sens beaucoup plus positive. Je me sens... j'avais arrêté pendant plusieurs mois mes activités de bénévolat au profit des enfants, parce qu'il y avait eu des choses difficiles et je ne pouvais plus. Et là, je recommence depuis quelques semaines, et y compris à la demande. Là, j'accompagne une gamine qui est extrêmement malade, à qui on vient de couper la jambe ici. Et hier, elle m'a appelée, elle m'a dit « viens ». Or, généralement, c'était moi qui lui disais « est-ce que tu veux que je passe ?» C'est moi qui proposais. Et là, c'est elle qui m'a appelée en me disant « viens, je suis toute seule, viens ». Et j'ai passé toute l'après-midi à Curie, parce qu'elle était effectivement toute seule. Sa maman est arrivée en fin d'après-midi et on a discuté, puis je suis partie. Mais je sens qu'il y a des gens qui captent que je suis redevenue dans l'aide. Et je pense que c'est dû effectivement à une réflexion interne liée au neurofeedback, liée aux 2 séances de MDR avec Anne. Maintenant, je me sens plus légère et plus dans l'aide.
poursuivre l'explication, il faut parler de régulation. Et avant de parler de régulation, il y a un concept qui vient avant, c'est le concept de juste milieu. Alors, le concept de juste milieu, prenons un exemple que je ne sais pas si c'est ton problème, mais c'est le mien, par exemple, le diabète. Nous avons dans le sang un certain taux de sucre. Il nous faut une quantité minimum de sucre, et c'est normal, c'est le carburant de base de toutes nos cellules, et y compris du cerveau qui en consomme beaucoup. Donc, il nous faut une certaine quantité de sucre, mais il n'en faut pas trop, parce que à ce moment-là, c'est du diabète avec toutes les conséquences possibles sur la vue, sur les pieds, enfin, sur un certain nombre de problèmes donc graves sur la santé. Il faut comprendre que le vivant ne fonctionne qu'entre deux précipices. Je fais exprès de prendre l'image du précipice parce que souvent, on trouve dans un certain nombre de livres l'image de le vivant est au bord du chaos. Bon. En fait, il n'y a pas un chaos, il y en a deux, de deux côtés. C'est-à-dire, c'est comme si on était sur la muraille de Chine avec deux précipices. Et il y a au milieu de la muraille une certaine largeur dans laquelle on peut marcher sans problème. Donc, pour un certain nombre de paramètres de notre corps, il faut être dans cette zone de juste milieu. Donc, je viens de parler du sucre, mais on peut parler aussi de la température de notre corps. Si elle est trop faible, on meurt d'hypothermie. Si on a une fièvre plus de 42 degrés, on va mourir, tu vois, de l'autre côté. Il y a une zone de juste milieu. À partir du moment où on se dit que le vivant, un être vivant ne peut rester en vie que si un grand nombre, quand j'ai donné des exemples, mais il y en a des milliers, que ce soit ce qui se passe dans nos jambes, dans le foie, dans le cœur, enfin il y en a donc des milliers. Pour pouvoir que tout ce petit monde reste dans son juste milieu, il faut des mécanismes de régulation. Donc ce qui est arrivé avec les séances de neurofeedback, c'est que les mécanismes de régulation qui, dans certains domaines, toi c'était l'assimilation des aliments, étaient mal régulés. Les séances de neurofeedback ont fait que le cerveau a mieux régulé ou revient à la régulation normale de ton fonctionnement du système digestif. Et c'est le cerveau qui a commandé au système digestif pour revenir dans sa jauge de juste milieu. Est-ce que le lien entre juste milieu et régulation, ton cerveau s'est régulé, de même que la dame dont je parlais tout à l'heure dans l'autre sens, son cerveau s'est régulé pour commander son appétit, pour revenir dans sa zone de juste milieu. Mais c'est une régulation. C'est une régulation. What do you think about two mixed, classic psychotherapy and neurooptimal? I think you'll find if you do it that over time you'll start doing less and less classical psychotherapy because the client will come in giving you the insights and the thoughts and the changed behavior patterns that they've already come up with on their own autopoetically. One of our people talks about that as doing therapy through the rearview mirror. You notice the changes after they've already occurred, not in anticipation of them. Don't have to rehearse them, don't have to practice them. Because it's not that you learn how to cope with your anxiety, it's that the anxiety doesn't even arise. And then, because it doesn't, when any little bit starts to arise, you notice it that much sooner. And it's easier then to respond with all the resources you have. When you get overwhelmed by anxiety, part of what's happening is you are actively ignoring that. You know, from the Buddhist perspective, ignorance is the cause of all suffering. Well, that's actually a verb, it's not a noun, it's ignoring. You ignore reality and you create suffering. Neurooptimal does the opposite of that. It says, here it is. So you can't ignore it. You can only choose what you do.
Il y a souvent un effet très positif dès la première ou deuxième séance. Souvent quelque chose qui paraît tellement fabuleux, les gens vont dire c'est miraculeux. Donc l'autre jour, par exemple, j'ai une jeune femme qui est très angoissée. Elle est arrivée pour sa deuxième séance en disant « c'est un miracle ». Pendant 3 heures, je n'ai pas eu la moindre angoisse. Bon, après, c'est revenu. Donc ça, c'est tout à fait normal qu'il y ait des hauts et des bas pendant un certain temps. Le cerveau commence à se réguler. Il faut un certain temps pour que ces changements s'intègrent, se propagent et se consolident. Après, on n'a aucun outil, aucun instrument de mesure pour savoir combien de séances vont être nécessaires pour que ça se consolide et que ce soit bien mémorisé. Et c'est vraiment à chacun de le ressentir. Toute personne peut faire un certain nombre de séances, arrêter, recommencer en fonction de ce qu'elle ressent. Mais j'ai envie de penser, dans mon expérience, c'est que bien souvent, les gens ne font pas un nombre important de séances. Quand on imagine, si tu veux, que souvent, au bout de 3 à 4 séances, il y a déjà des changements visibles, pas forcément dans le domaine qu'on attendait, mais parce que le cerveau, il fait ce qu'il veut. Hein. Alors, le cerveau, il fait ce qu'il veut. C'est pas forcément dans le domaine qu'on attendait. Voilà. Mais alors, comment se fait le choix ? Comment ça se fait que ça agit sur mon poids et pas, par exemple, si j'étais un peu angoissé sur une angoisse, par exemple? Mais attends, tu peux être angoissé, avoir des problèmes de poids, etc. Et au fond, qu'est-ce qui est arrivé? Les neurones du cerveau qui régulent le système digestif faisaient mal leur travail, c'est-à-dire il y a dans notre cerveau 2 classes de neurones, les neurones excitateurs, inhibiteurs. Pour les appeler d'un autre nom, il y a les accélérateurs et le frein. Bon, ce qui se passe en général dans notre cerveau, et ce qui s'est passé, si tu veux, dans les exemples que tu donnes pour toi, ça veut dire que pour ces systèmes de commande du cerveau, des systèmes digestifs par exemple, les freins ne marchaient pas. Et il faut freiner pour réguler les neuroexcitateurs qui veuillent, aller le plus vite possible. Donc, ça veut dire que pour toi, les premières zones du cerveau qui ont déclenché des interruptions parce qu'elles avaient des turbulences ont été le système digestif. Mais peut-être que la séance d'après, c'était ceux qui intervenaient pour le domaine de l'angoisse. Et ça, on ne peut pas savoir, de même que l'on dit au début à tout le monde qu'on ne peut pas connaître le nombre de séances à l'avance, puisque c'est le cerveau qui se débrouille tout seul. Moi, j'ai pas vraiment ressenti de changement au bout de la première séance, mais après, j'ai senti une amélioration au niveau des maths, parce que moi, j'ai des difficultés avec les maths. Ça a toujours été un blocage, en fait. Et grâce au neurofeedback, j'ai pris plus confiance en moi et j'ai réussi, ça a débloqué, en fait, le problème que j'avais avec les maths. Moi, avant classe, je participais pas beaucoup. J'avais peur d'aller au tableau parce que j'avais peur de ne pas avoir les bonnes réponses ou autre chose. Et je laisse souvent la main, dis des réponses, je parle, je mets un peu dans l'os de la classe, c'est sympa quoi. La découverte du neurofeedback est une longue histoire, puisqu'elle commence dans les années 1929 avec la découverte
des rythmes du cerveau, notamment des ondes alpha. On s'aperçoit que les cellules, les neurones produisent de l'électricité, que cette électricité, on peut l'enregistrer. 1958, c'est bien longtemps après, on commence à étudier les différents rythmes. Et on pense que l'on va pouvoir en faire quelque chose. Mais ça ne reste que des études. Mais c'est 1968 qui est un moment important. Car c'est à ce moment-là qu'on peut s'apercevoir que les études que l'on a fait sur le neurofeedback, enfin sur les ondes du cerveau que l'on pouvait étudier, pouvaient avoir un rôle thérapeutique. La NASA avait un problème avec les techniciens qui mettaient en place le carburant, la diazine. Cette diazine leur provoquait des crises d'épilepsie. Elle demande à un laboratoire de Los Angeles d'étudier la question. Le chercheur prend un lot de chats, une soixantaine de chats, leur fait une piqûre de diazine. Certains meurent de crise d'épilepsie, puis une dizaine n'ont pas de problème. Or, ces 10 chats qui avaient survécu, qui n'avaient pas de problème, avaient servi dans un protocole de recherche sur le biofeedback auparavant. Et puis, une chercheuse du service qui a été atteinte de crise d'épilepsie a accepté de servir de cobaye. Et ça a été la première personne dont les crises d'épilepsie ont été améliorées par le neurofeedback. Et puis, en 1970, on invente le neurofeedback. 20 ans après, seulement, on commercialise le premier appareil pour le pratiquer. Et en 1996, Val Brown et Sue inventent Neuroptimal. Enfin, 2010, Val Brown et Sue inventent l'appareil Neuroptimal dynamique, c'est-à-dire l'appareil automatique que nous utilisons aujourd'hui. Je te le disais tout à l'heure, j'aime bien voir dans le futur. Oui. Hein? Et si dans l'éducation nationale où il y a des problèmes de violence, si par exemple il y avait dans l'école, en plus de l'infirmerie, il y avait un endroit où on pouvait faire des séances de neurofeedback, par exemple, faites par l'infirmière, pour les élèves qui montrent des caractéristiques de violence, le neurofeedback fait, au bout d'un certain temps, on ne peut pas le dire à l'avance, mais il fait forcément des effets pour ramener le cerveau dans sa zone de juste milieu. Je prends l'exemple typique, toi, de l'infirmière, elle a l'habitude de poser des électrodes, de faire des pansements, de toucher des gens, il n'y a aucun problème. Face à ce genre de choses, tu peux, dans une certaine mesure, mais qui peut peut-être être suffisante, toi, c'est toujours une question de seuil, ramener le niveau de violence à un niveau qui ne rend pas la vie impossible aux autres élèves. Il y a une foule de domaines dans lesquels cette méthode-là, si tu diminues un peu ce niveau de seuil de violence, de stress en entreprise, etc., toi, tu peux retrouver dans une zone de fonctionnement pas optimale. L'optimum, toi, ça n'existe pas, c'est utopique, mais une zone dans laquelle la vie humaine devient acceptable. You know, this whole process really came out of my commitment and Sue's commitment to transforming human suffering. So the things that really excite us, the things that really warm our hearts are things like what's going on with Niftica, what's going on with Veteran Affairs Canada, what's happening with the placement of Neuroptimal with active armed forces, with those in harm's way, with populations that clearly have an overwhelming need for service. And this is one that just works. So it's a real joy to be at this point in the process and see some of those things coming to fruit in all these wonderful ways for people. Thank you very much. Thank you.